encore. C'est bon? Oui. Bon, bonsoir à tout le monde. Merci d'être venus ce soir encore. Et nous sommes heureux d'accueillir à nouveau Franck Chauveau. C'est la 11e fois qu'il vient. Pour vous dire, la première fois c'était en 2009, le changement climatique, c'était déjà. Et en 2012, c'était la voiture électrique, histoire et perspective, 2012. En 2013, quelles énergies en 2050. 2014, le gaz de schiste, qui en veut. 2015, Fukushima, 4 ans après. En 2015 encore, les enjeux de la COP 21. 2017, le LIFI, c'est quoi? 2022, on a eu une interruption de 2 ans parce que, à cause du Covid. 2022, où en est le Grand Paris? Et ce soir, donc, c'est la taxe carbone. Donc, je vous laisse la parole. Merci beaucoup encore pour toutes ces interventions. Je sais pas si je tiens le micro ou si on a... C'est comme ça, c'est bon? Non, c'est mieux de le tenir à la main. Il y a les adeptes du micro. On va tenir le micro. Pas de problème. Je vais faire un peu de fil parce que j'habite un peu touché. Et voilà. Donc, merci effectivement de m'accueillir à l'Université populaire de Saint-Michel. Alors pour ceux qui ne m'auraient pas connu auparavant, en fait, j'ai été élevé quand j'étais tout petit, juste en haut de la rue. Là. Et ma mère me promenait en landau avant que les immeubles soient construits partout, alors, dans le bois, ce qui était le bois des Roches à l'époque, mais sans immeuble. Voilà. C'était il y a quelques années. Voilà, donc effectivement, enfin, j'ai pour habitude de donner des conférences sur le sujet du climat et de l'énergie. Toutes les conférences tournent autour de ces sujets-là, et on voit que l'enjeu carbone autour de ça monte progressivement dans les interrogations, les pressions. On voit même, là j'ai mis une illustration de ce qui s'est passé avec les gilets jaunes il y a quelques années, où la taxe carbone finalement a été la goutte qui a fait déborder le vase de la contestation et qui a provoqué ce qu'on a connu comme événement. Voilà, donc c'est un sujet d'actualité. Alors malheureusement, on va le voir, c'est un sujet dont on va parler et reparler et re-reparler dans les années qui viennent. Donc j'ai beaucoup de slides, donc ça risque de durer un tout petit peu plus d'1 heure. Mais par contre, j'essaie d'aller vite. Voilà, comme ça, vous ne serez pas saoulés par mon discours. Alors, on va commencer par revenir sur ce que c'est que l'énergie. On va explorer ensemble ce qu'il y a derrière cette notion. Juste l'énergie, en fait, c'est un changement d'état. Donc, ça veut dire qu'on va utiliser de l'énergie pour soulever une masse ou pour, par exemple, lorsqu'on a à envoyer un champ magnétique ou à éclairer quelque chose ou éventuellement à chauffer quelque chose ou à le refroidir. Donc on a un changement d'état. Dès qu'on a un changement d'état à faire, on va consommer de l'énergie. Donc ça veut dire que c'est une façon de modifier le monde. C'est-à-dire qu'il nous faut de l'énergie pour modifier le monde. En fait, c'est ça. Alors, on va remonter très très loin dans le temps. On va partir de l'origine. Quand on s'est séparé des grands singes il y a 6-7 millions d'années, il ne s'est pas passé grand-chose en fait jusqu'à il y a 500 000 ans. On a vécu en chasseur-cueilleur comme tous les autres, et puis on avait très peu d'impact sur notre environnement. Du coup. Et puis il y a eu quelque chose d'un peu fort qui s'est passé il y a 500 000 ans, c'est qu'on a commencé à domestiquer le feu. Et là, ça a été un grand bond en avant pour l'être humain, puisqu'il a pu accéder à la sécurité, à la chaleur, à la possibilité de chauffer des aliments et du coup de détruire des bactéries ou des virus. Donc c'était une sécurité alimentaire aussi. Donc ça veut dire que si on fait bouillir de l'eau en mettant des pierres chaudes dedans, ça veut dire qu'on a la possibilité d'avoir de l'hygiène et du coup ça change beaucoup de choses sur la possibilité de vivre en groupe et de vivre un peu plus en sécurité.
Après, entre moins 500 000 et il y a 2 siècles, il ne s'est pas passé grand chose non plus. Les techniques ont un peu évolué. Et on a vu arriver un monde 100% énergie renouvelable. C'est l'époque où on se déplaçait de continent en continent avec des bateaux à voile. On utilisait le vent aussi pour moudre, pour avoir accès à du mouvement mécanique de rotation pour des meules notamment. Et puis on utilisait aussi les rivières au fil de l'eau pour entraîner des roues et peut-être un peu de métier à tisser ou des marteaux pour casser des choses. Donc on était sur l'utilisation de la rivière dans son fil d'eau. On utilisait bien entendu aussi la force animale, la traction, pour notamment labourer, pour transporter éventuellement tout un tas de choses. À l'époque, Paris par exemple était alimenté par un flot continu tous les jours de carrioles avec des ânes, des mules qui amenaient de quoi nourrir la population et puis de quoi aussi effectivement du charbon de bois, enfin tout ce qu'on pouvait utiliser à l'époque. Donc la communauté humaine évolue, grossit un peu aussi, notamment en Europe, et commence à épuiser ses stocks d'énergie de surface. Donc c'est notamment le cas de la forêt, qui diminue progressivement au fil du Moyen-Âge, parce qu'on utilise du bois pour construire. Puis on construit des choses assez grandes, comme les cathédrales, il y a aussi des monastères, des abbayes, donc il faut pas mal de bois. Et on utilise surtout du bois pour le charbon. Et donc on crée du charbon de bois, on a énormément de charbonniers. Il n'y a pas si longtemps que ça, on en avait encore il y a un siècle ou même un peu moins. Donc on fait un tas de bois, on met le feu à l'étouffer et puis on récupère le charbon une fois que le processus est terminé et on vend ensuite le charbon sous forme de sacs ou autre qu'on peut vendre. Donc ça, quand on en consomme beaucoup, notamment dans les forges, pour réaliser des pièces en acier, on a besoin de plus en plus de pièces en acier pour l'armement, mais aussi pour l'agriculture, des socles pour la charrue, on a besoin de cercles pour les charrettes, etc. Donc on commence à consommer de plus en plus de fer. Et bien le fer, il faut le fondre, et du coup on utilise beaucoup de charbon de bois. Voilà, donc du coup la forêt en Europe s'épuise, diminue progressivement. Alors on utilise aussi des êtres vivants pour s'éclairer, puisque c'est une époque où on va chasser la baleine et les cachalots, et on va récupérer la graisse, la faire fondre sur les baleiniers, la mettre en barrique, et puis on va ensuite la vendre pour que les gens puissent s'éclairer, surtout qu'il n'y a pas vraiment d'odeur, enfin c'est une lumière qui est assez agréable. Donc là aussi on va aller finalement puiser dans un stock de surface qui malheureusement bien sûr est épuisable, et donc il y a de moins en moins de baleines en Atlantique Nord autour de nous, progressivement au fur et à mesure où les siècles s'avancent. Voilà, donc on est sur du 100% renouvelable, mais quand même avec un épuisement des stocks de surface, et on a par contre une vie qui n'est pas forcément très simple. Donc c'est une vie où en 1700, il y a 67% de la population qui travaille dans les champs. Donc on utilise la force humaine, notamment pour se nourrir, pour se déplacer, pour fabriquer des objets. Donc un homme, c'est à peu près 100 watts de puissance. Alors bien sûr, un champion, il peut faire du 300, 400 watts quand on monte une côte par un cycliste qui va monter au Tourmalet ou le col d'Izoard. Mais quelqu'un qui travaille toute la journée, 10 heures par jour, il va être capable de faire 1000 watts-heures, puisque 100 watts fois 10 heures. Et donc on a cette capacité de donner cette énergie pour faire quelque chose, pour soulever une botte de paille, pour creuser un trou, pour faire ce qu'on attend de nous, pour notamment se nourrir, puisque c'était ça la principale activité, c'était de nourrir la famille et de nourrir ses proches, puis faire des provisions en cas de famine. Donc c'est dur, c'est du travail 6 jours sur 7, 12 heures par jour. Souvent les enfants sont mis à contribution. Il n'y a pas de chauffage central, donc ça veut dire qu'il faut aller chercher du bois tout le temps, même l'hiver, quand il fait très froid, pour se chauffer.
On n'a pas de vacances, puisqu'il faut produire tout le temps. On n'a pas de période de repos. Il n'y a pas de retraite non plus, c'est un sujet d'actualité, mais les gens travaillent jusqu'au bout et puis ils mourraient au coin du feu dans la famille. Il n'y a pas d'indemnité chômage non plus, soit on est mendiant parce qu'on n'arrive pas à travailler, mais soit on travaille, on n'a pas vraiment le choix. On n'a pas d'appareil électroménager, donc il faut effectivement tout faire à la main, donc on fait souvent la lessive 2-3 fois dans l'année. On ne change pas les draps souvent, on en a plusieurs, on les garde dans un coin et puis on fait les lessives quand l'eau n'est pas gelée dans les bassins. On a peu de réserves de nourriture, avec très très peu de viande. La viande c'est la fameuse poule au pot, hein. Une fois par semaine manger de la viande pour avoir des muscles et du coup pour être en capacité de produire plus. Et puis on a une espérance de vie du coup qui est très réduite, hein. C'est une espérance de vie de 30 ans, même en 1700, où on a la moitié des enfants qui mouraient avant l'âge de 10 ans. On a une mortalité infantile qui est très très forte, parce qu'il y a beaucoup de maladies qu'on ne sait pas soigner, on n'a pas encore d'antibiotiques, et puis la vie humaine n'avait pas l'importance qu'elle a actuellement, donc les gens faisaient beaucoup d'enfants, comme ça à la fin il en restait quand même quelques-uns. Vous voyez qu'on était dans une autre époque. Voilà, donc une vie d'énergie renouvelable, mais une vie aussi dure, compliquée, avec souvent des famines, des décès, donc une vie d'un autre siècle, quoi. Et puis au 19e siècle, c'est le grand tournant, hein, il y a eu le feu il y a 500 000 ans, et puis là c'est le grand tournant, parce que pour la première fois, on va non pas se contenter des stocks de surface d'énergie, mais on va aller les puiser dans le sol. Donc là, c'est la révolution énergétique, puisqu'on va avoir accès à une énergie abondante, disponible à peu près partout, et qui va nous permettre d'industrialiser nos processus et nos façons de vivre. Donc on va regarder tout ça. Alors ça, c'est une courbe que je vous montre assez régulièrement. Donc c'est la consommation d'énergie depuis 2 siècles, depuis 1850. Alors au début il n'y avait que du verre, c'était que de la biomasse, donc on consommait énormément de bois. Et puis au cours du 19e siècle, il y a la possibilité d'aller chercher du charbon, parce que les techniques le permettent, et du coup il y a l'explosion des machines à vapeur, et on va consommer de plus en plus de charbon jusqu'en début du 20e, où là on commence à exploiter le pétrole, qui a démarré, vous le savez, aux États-Unis, en Pennsylvanie. Au début, ils ne savaient pas quoi faire de leur baril de pétrole, parce qu'il n'y avait pas vraiment d'usage, et puis progressivement le moteur explosant, on a commencé à pouvoir le mettre au point, parce qu'il fallait maîtriser une explosion pour faire avancer des choses pour remplacer les machines à vapeur. Et puis le pétrole a pris l'expansion qu'on a actuellement, puisque c'est l'énergie la plus consommée dans le monde. Ensuite, on a pu exploiter plutôt le gaz, dit gaz naturel, comme le pétrole qui est très naturel d'ailleurs, ou le charbon qui est très naturel aussi. Et le gaz, au début, on ne sait pas trop quoi en faire, parce que c'était difficile à contenir, à transporter, et donc on le brûlait. C'est pour ça qu'il y avait des torchères. Dès qu'il y avait un puits de pétrole, pour éviter que le métal s'en aille dans l'atmosphère, on l'allumait, ça faisait une torchère au moment où on exploitait le pétrole. Et puis progressivement on s'est dit, c'est quand même dommage cette énergie qui part dans l'atmosphère, donc on va essayer de la contenir. Donc on a pu effectivement la compresser et la transporter, soit dans des gazoducs. On en a eu 2 célèbres qu'on fait parler d'eux là, il y a quelques semaines, c'est quelques mois même. C'est Nord Stream 1 et Nord Stream 2 qui ont explosé au fond de la mer. Et puis bien sûr des méthaniers, mais là c'est très récent. On peut compresser du gaz pour le transporter d'un continent à l'autre. Voilà, donc ensuite on a eu le début du nucléaire, donc ça c'est dans les années 70 avec les grands programmes nucléaires. Alors comme il y a eu Fukushima, etc., le nucléaire est resté sur une part très réduite de production d'énergie à l'échelle mondiale, on est sur du 6-7% de manière constante. Et puis les grands programmes hydrauliques qui ont inondé la planète aussi, alors sans jeu de mots, mais on a eu des très très grands barrages qui ont été faits, notamment en Chine, où ils ont battu des records de grosseur de barrages.
Et puis la toute petite trace bleue qui est en haut, c'est les nouvelles énergies renouvelables, le solaire photovoltaïque, l'éolien, voilà, tout ce qui vient compléter toute notre consommation d'énergie. Donc on voit ici que finalement, la consommation d'énergie va nous permettre d'avoir notre mode de vie et de ne plus vivre comme nos ancêtres, c'est-à-dire aller chercher le bois, avoir froid l'hiver, etc. Mais on peut maintenant avoir du temps libre, avoir une maison où il fait 20 degrés, se déplacer dans un véhicule, etc. Et ça pour une bonne partie de l'humanité, pas tout le monde, mais dans les pays dits industrialisés. Jusqu'à voilà. Mais voilà, ce qu'on voit par contre, c'est que on est à 80 à 85% d'énergie renouvelable consommée dans le monde. Ce qui est remarquable aussi, c'est qu'on n'a jamais abandonné une énergie. C'est-à-dire, il n'y a jamais une énergie qu'on aurait découvert et on s'est dit bon celle-là on arrête, c'est plus la peine. On a empilé les énergies au fur et à mesure qu'on les a. Voilà. Donc la biomasse, bien sûr. Représente toujours une bonne partie. Alors maintenant c'est plus trop en Europe puisque les forêts en Europe se sont reconstituées du fait qu'on a été chercher de l'énergie dans le sol, mais par contre il y a plein d'endroits dans le monde où on continue à exploiter la biomasse, bien entendu. On consomme toujours plus de charbon. Alors vous voyez que la grosse courbe d'évolution du charbon ici, c'est l'électrification de la Chine. Quand la Chine a fait son électricité il y a une vingtaine d'années, eh bien, elle a construit énormément de centrales au charbon, donc c'est le pic qui est ici. On consomme toujours plus de pétrole, on a dépassé maintenant les 100 millions de barils par jour. Quand j'ai démarré mes conférences avec vous, on était à 90, je disais peut-être qu'on atteindra les 100, on les a dépassés juste avant la Covid et on a rattrapé cette année ce qu'on consommait juste avant la Covid. Et puis le gaz, bien entendu, qui est une énergie qui n'émet pas de particules, mais qui émet du CO2. On en parlera tout à l'heure. Voilà, donc on est devant cette situation où une bonne partie de l'humanité a changé son mode de vie grâce aux énergies. Ça nous a permis d'avoir tout un tas de matériel autour de nous qui nous permet d'avoir du confort, mais on stocke, on puise dans des stocks qui sont des stocks finis. Alors, celui dont il est question aujourd'hui, bien sûr, c'est l'atome de carbone. C'est celui qu'on cherche à détruire, puisque c'est lui qui nous pose tout un tas de problèmes. Voilà, donc 6 protons, 6 neutrons et ces électrons qui tournent autour, donc il n'y a rien de particulier. C'est un atome qui est très très courant. Il est présent dans le vivant, notamment. Il y a 80% du carbone qui est présent dans la biomasse sur Terre, dans les végétaux. Il y a 12% du carbone dans les bactéries, 2% dans les champignons et seulement 0,3% dans la faune, dont nous. On est constitué aussi, bien sûr, du carbone puisqu'on fait partie du vivant. Voilà, donc c'est quelque chose de très courant. Et finalement, les énergies fossiles qui sont issues de ce carbone, c'est des énergies qui viennent du vivant, justement. Avant 500 millions d'années, avant que le vivant se développe sur la planète, il n'y avait pas du tout d'énergie fossile, il n'y avait pas de gaz, pas de pétrole, pas de charbon, parce qu'il n'y avait pas de vie sur Terre. À partir du moment où la vie sur Terre est apparue, donc les organismes vivants se sont développés, au sein des mers, notamment au début, et puis donc les plantes et les animaux sont tombés au fond des océans, ont été recouverts par des alluvions, se sont ensuite enfuis par le jeu de la tectonique des plaques, et au fur et à mesure où ça s'enfonce, toute cette biomasse, ça se transforme sous la pression et la chaleur, les chaînes se cassent, et progressivement tout ça se transforme en pétrole, et puis ensuite en gaz. Donc on est finalement, lorsqu'on met de l'essence dans son véhicule, on n'y pense pas souvent, mais on met des résidus d'êtres vivants d'il y a quelques centaines de millions d'années. Donc le gaz, alors c'est des processus très longs, c'est pour ça que, effectivement, si on attend de refaire nos stocks, vous voyez que on va avoir vraiment des cheveux blancs là tous, sacrément. Alors il y a une période un peu particulière, c'est le Carbonifère, qui porte bien son nom, carbone. C'est une période donc avant 300 millions d'années, où il y avait énormément de grandes forêts, notamment des fougères. C'était pas le même type d'arbres qu'on a actuellement, mais qui étaient très développés sur l'ensemble de la planète,
Et la particularité, c'est qu'il n'y avait pas encore de champignons capables de désagréger les fibres des arbres. Et du coup, quand les arbres tombaient au sol, ils restaient intacts jusqu'à ce que les alluvions les recouvrent à nouveau, le jeu des pluies, des orages, et puis tout ça sans s'enfoncer dans le sol. Et donc, quasiment tout le charbon qu'on a actuellement à notre disposition, qui est dans le sol, est issu de cette période où finalement rien n'a désagrégé les arbres, ils se sont enfouis dans le sol et on retrouve le charbon tel qu'il nous apparaît 300 à 350 millions d'années plus tard. Voilà, donc on a à notre disposition un très grand stock de charbon. Ensuite, si on regarde un petit peu les types d'hydrocarbures, donc tout ça, ça a donné quoi une fois que ça s'est enfoncé dans le sol? Ça donne des choses très différentes justement en fonction de la profondeur et en fonction de la température à laquelle ça a été soumis. Donc on a de gauche à droite du plus lourd au plus léger, on va dire, ou du plus compliqué au plus léger. On a les gaz de schiste. Les gaz de schiste, c'est simplement une roche sédimentaire argileuse qui n'a pas permis à toute cette matière de pouvoir migrer et se rassembler en nappe. Il n'y a pas de nappe de pétrole dans de la roche de schiste où il peut y avoir du pétrole ou du gaz en fonction de la température et de la pression à laquelle ça a été soumis. Donc ça veut dire que quand on veut récupérer du pétrole ou du gaz dans du schiste, il faut faire de la fracturation. Donc on va envoyer de l'eau sous pression, on va fracturer la roche sur 1 ou 2 km, on va retirer l'eau et l'eau en se retirant va libérer soit du pétrole, soit du gaz. C'est ce qui est en train d'être exploité actuellement aux États-Unis en masse, dans des zones où c'est assez désertique, donc ils peuvent le faire puisqu'il faut forer tous les 2 km à peu près. Il faut à chaque fois envoyer des tonnes d'eau avec des composants dans le sol. Voilà. Donc on applaudit tous en ce moment parce que comme on n'a plus Nord Stream 1, Nord Stream 2, on recherche absolument du gaz. C'est du gaz liquéfié et on en fait venir des États-Unis. Donc on a actuellement dans nos tuyaux, pour ceux qui sont chauffés au gaz, du gaz de schiste, voilà, et qui est très chargé en gaz à effet de serre, j'allais dire en CO2 mais pas que, parce qu'il faut le transporter bien sûr avec un méthanier. Donc, le méthanier va forcément brûler du fioul lourd, mais il faut aussi le compresser, donc on va perdre de l'énergie pour le compresser, on va perdre de l'énergie pour le décompresser, on va perdre de l'énergie dans le transport. Et puis lorsqu'on fait de l'extraction de gaz de schiste, je ne vais pas refaire ma conférence sur le gaz de schiste, on va aussi libérer tout un tas de méthane qu'on n'arrive pas à capter dans l'air. En fait. Et le méthane est un puissant gaz à effet de serre, beaucoup plus que le CO2. Voilà. Ensuite, on retrouve les sables bitumineux. Donc ça, c'est par exemple au Canada, il y a de grosses réserves de sable bitumineux dans l'Alberta, ce qu'on appelle le sable bitumineux d'Alberta. Alors là aussi, c'est très très énergivore, puisque vous voyez, c'est du sable mélangé avec du goudron, en gros. Donc il faut envoyer de la vapeur dessus. Donc il faut chauffer de l'eau. Donc ils commençaient à construire des centrales nucléaires pour chauffer de l'eau, pour envoyer de la vapeur sur du sable bitumineux pour récupérer le pétrole. Parce que l'objectif, c'est vraiment de récupérer du pétrole. Voilà, puis plus on va casser les chaînes, donc c'est-à-dire plus le pétrole aura passé du temps avec de la pression et de la chaleur, plus on va casser les chaînes d'hydrogène et de carbone, et on va avoir de l'extra lourd, du léger. Donc le léger, c'est ce qui vaut le plus cher. Et puis on va avoir, quand toute la chaîne est cassée, il ne reste plus que du CH4, et donc on est le gaz qui est l'aboutissement, voilà, de la transformation de ces matières vivantes. Donc tout ça, c'est en fait la même chose au démarrage. Alors lorsqu'on brûle notamment là, dans l'exemple c'est du méthane, donc du CH4, on va l'associer avec de l'oxygène. Vous savez que si on veut tuer un feu, il suffit de l'étouffer, donc on lui empêche d'accéder à l'oxygène et il s'étouffe. Et donc la combustion va donner du CO2 et de la vapeur d'eau pour le méthane. Donc c'est pour ça qu'on dit par exemple que les bus qui roulent au gaz naturel sont vertueux, parce qu'ils n'émettent pas de particules, ils émettent de la vapeur d'eau, mais ils émettent quand même du CO2. Voilà. Alors le CO2, on en émet aussi en respirant, enfin c'est pas un gaz nocif en tant que tel, mais il est certains gaz à effet de serre. On y reviendra un tout petit peu tout à l'heure. Voilà, donc c'est lui qui nous pose problème. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans toute combustion d'énergie fossile,
on va émettre du CO2 dans l'atmosphère. Et ce qui nous pose vraiment problème, du coup, c'est cette histoire de carbone qui est associée avec de l'oxygène. Donc c'est un oxyde qui est très très résistant. Alors, donc il est une cause importante de l'effet de serre, ce fameux CO2, donc ce carbone. Donc on va faire un tout petit rappel sur le changement climatique, on ne va pas y passer 2 heures, c'est des sujets qui commencent à être connus. On va juste regarder ce qui s'est passé depuis 2 millions d'années. Quand je donne la conférence sur le changement climatique, je remonte beaucoup plus loin. Alors on va juste regarder ce qui se passe depuis 2 millions d'années. On a les périodes, alors c'est une échelle logarithmique, hein, c'est une échelle qui se déplie progressivement. Donc là vous voyez 2 millions, 1 million, 20 000 ans. Voilà. Et donc on voit les périodes de glaciation-déglaciation qui sont régulières, hein, tous les 20-30 000 ans on a des glaciations-déglaciations. Alors c'est tout à fait normal puisque le Soleil ne fait pas un rond parfait autour du Soleil, il fait une ellipse. Et donc tous les 100 000 ans on s'éloigne beaucoup. Associé à ça, la Terre n'a pas une rotation régulière sur son axe, mais elle est désaxée. Enfin, donc quand on mélange l'ensemble de ces phénomènes, on a des périodes de glaciation naturelle. Donc entre le zéro d'avant le changement climatique et la période de glaciation, vous voyez qu'on varie entre notre période actuelle et la période de glaciation en gros de 5 degrés. C'est-à-dire que la température baisse de 5 degrés sur l'échelle sur la globalité du globe. Donc actuellement on est à 15 degrés, c'est-à-dire que la température terrestre descend en moyenne à 10 degrés et puis remonte à 15 degrés quand on est en période de réchauffement. Donc nous, on sort d'une période de glaciation il y a 20 000 ans, c'est l'époque où on est dans une période de grande stabilité ensuite, hein, à partir de 10 000 ans, ça fait 10 000 ans qu'on est dans une période de grande stabilité sur un plan du climat, ce qui est peut-être d'ailleurs cette raison qui a développé nos sociétés. C'est-à-dire que tout ce qui a pu émerger en termes de possibilités de créer des villes, de possibilités de faire un peu d'agriculture, ce qui s'est passé en Mésopotamie, l'arrivée ensuite des périodes romaines, grecques, etc., ont finalement certainement été favorisés par un climat très très stable, ce qui a permis d'établir les choses, d'avoir le temps d'établir les choses sur quelques milliers d'années. Voilà. Donc nous sommes actuellement dans une période tempérée. Alors peut-être que nos descendants, dans 10 000 ans, nous remercieront d'avoir enclenché du changement climatique, parce que du coup, ils auront moins froid. Mais il faut arriver à 10 000 quand même. Voilà. Alors, quelques degrés du coup en moins, forcément le paysage terrestre, il est complètement différent. Ça veut dire que l'eau est plus basse de 120 mètres dans les océans. On peut aller à pied en Angleterre notamment, et puis on a des kilomètres de glace, du coup, comme l'eau est la mer est plus basse et les océans, l'eau est bien quelque part, elle est finalement sur les continents, surtout le Canada, le nord du Canada, sur le nord de l'Europe, il y a 2-3 km de glace qui recouvrent le nord de l'Europe, et donc on a un environnement qui est complètement différent. Ça, la France ressemble un peu à ça. Le sol ne dégèle quasiment jamais. On a quelques mammouths qui se baladent, quelques rennes, très peu d'arbres en France. Donc c'est ce qu'on retrouve plutôt en Sibérie, dans des paysages de toundra où il y a très peu d'arbres parce que les conditions sont très très dures. Donc on voit que 5 degrés, c'est un changement radical de notre environnement. Alors, du coup, comme l'eau est montée de 120 mètres, on va dire, mais il en reste combien? C'est-à-dire, si tout fond, le Groenland, l'Antarctique, qu'est-ce qui reste? Il reste 65 mètres, à peu près. Donc l'eau peut encore monter de 65 mètres si jamais on a un réchauffement climatique qui s'emballe et que tout fond. Alors tout fond, tout ne va pas fondre en 10 ans, hein. Ça va mettre plusieurs milliers d'années à fondre, il y a une inertie extrêmement grande. Mais ça veut dire par exemple que les monts d'Arrée deviennent une île quand même, hein. Donc on voit que la France change un peu de paysage. Puis tout le nord de l'Europe, vous voyez, Amsterdam est dans l'eau complètement, ainsi que Londres, Bruxelles, Venise et consorts. Voilà. Donc il y a un enjeu extrêmement fort, extrêmement puissant. Alors pour lutter contre le changement climatique qui est
Et du coup, contre les émissions de gaz à effet de serre, il y a une action internationale qui se met en route. Régulièrement, on a des COP. J'ai été venu vous présenter la COP de Paris, donc à chaque fois, on se congratule. Il y a eu Kyoto, il y a eu Lima en 2014. Voilà, c'était là où j'étais venu, je crois, en 2015 pour la COP de Paris. On a Madrid 2019. Alors, Madrid 2019, Trump nous a dit allez vous faire voir avec votre changement climatique. Moi, je ne l'appliquerai pas parce que le mode de vie des Américains n'est pas négociable. C'était ces termes. C'est-à-dire que je continuerai à exploiter mon gaz de schiste, mon pétrole de schiste tant que je veux, parce que mon mode de vie n'est pas négociable. Alors, malgré les COP, en fait, il ne se passe pas grand-chose. Là, je vous ai sorti la courbe de janvier. Quand on mesure le taux de CO2 dans l'atmosphère, alors ils le font chaque année depuis 1960 à Hawaï, en haut d'un des volcans, et donc ils mesurent toujours au même endroit avec les mêmes méthodes le taux de CO2 dans l'atmosphère. Vous voyez qu'on croît gentiment. Quand je suis venu vous voir, on était à 390, et là maintenant on a dépassé largement les 400. Je crois que vous avoir même dit oh là là, on va arriver à 400, le jour où on va dépasser 400, on en parlera dans les journaux, ça va faire la une, etc. Je m'attendais à ce que dépasser les 400. Ça n'a pas fait grand chose en fait lorsqu'on a dépassé les 400, donc c'est les 400 ppm parties par million. Donc il y a 400 parties par million de CO2 à l'intérieur de l'atmosphère. Voilà, alors la petite variation rouge, peut-être que vous savez ce que c'est, je vous l'avais expliqué. C'est ça. C'est en fait parce que dans l'hémisphère nord, il y a énormément de forêts, et du coup les feuilles poussent, stockent le carbone, et puis en hiver on déstocke le carbone, donc on a cette variation, c'est un peu la respiration de la planète qui fait varier le taux de CO2 comme ça entre les saisons. C'est un peu poétique. Alors, si on regarde maintenant la même courbe, c'est plus les consommations d'énergie, mais c'est les émissions de CO2 par grande tranche de continent, on va dire, l'Europe de l'Est, l'Afrique, etc. En gros, tout ce qui est en rouge, c'est nous qui l'avons émis depuis un siècle et demi. Donc ça veut dire que les pays développés, dits historiques, l'Europe, donc l'Angleterre, l'Allemagne, etc., les États-Unis, et puis le Japon, on a émis une grande quantité de CO2 dans l'atmosphère déjà. Et puis les autres pays, c'est ce qui est en bleu. Donc on a émis 2800 milliards de tonnes de CO2 depuis 2 siècles. Alors juste pour une petite parenthèse, donc le CO2 reste très longtemps dans l'atmosphère, malheureusement. Il peut être capté par l'océan, mais il acidifie l'océan. Donc il y a aussi un effet sur l'océan. Donc il y a une inertie extrêmement grande sur les émissions de CO2. Donc on voit que le débat autour du carbone, il est là aussi. C'est-à-dire quand on dit, oui mais nous, on en émet moins, on fait des petits efforts, là, vous avez peut-être vu dans la presse, on a fait 2% de moins, on est sur la bonne pente. Aux autres de faire des efforts, la Chine, l'Inde, etc. Eux ils disent oui mais vous êtes gentils, mais ça fait un siècle et demi que vous émettez du CO2, nous on aimerait bien aussi un peu vivre comme vous, donc faites d'abord de gros efforts vous, nous on va commencer par en émettre un petit peu, puis après on verra. Voilà, le débat il est un peu là aussi. Alors du coup la lutte contre le changement climatique avec ce qu'on a vu tout à l'heure, donc ça veut dire beaucoup de déstabilisation. Alors comme c'est pas une conférence sur le changement climatique, je vous ai pas remis toutes les conséquences du réchauffement, parce que je pense que vous connaissez le truc maintenant, mais c'est le plus grand défi, on peut le dire, de l'humanité, puisqu'il est mondial, il impacte tout le monde, ça jette beaucoup d'interrogations sur ce qui va se passer dans les années qui viennent, sur la capacité des générations futures à relever ces défis, et finalement la jeunesse nous interroge par rapport à ça. On a, juste avant la Covid, et il y a eu énormément de manifestations de jeunes qui partout nous disaient faites quelque chose, en gros, interpellaient les politiques, mais aussi les industriels, enfin tous ceux qui peuvent influencer puis nous-mêmes, dans notre propre mode de vie,
finalement. Donc c'est à Nantes, c'est à Bruxelles, c'est à Berlin, c'est aux Pays-Bas, c'est en Afrique du Sud, c'est à Washington, c'est en Australie, c'est même à Katmandou au Népal. L'ensemble de la jeunesse du monde nous interpelle sur qu'est-ce qu'on fait pour éviter d'émettre du gaz carbonique, notamment dans l'atmosphère. Qu'est-ce qu'on peut faire pour arrêter ça? Voilà. Donc c'est une des premières fois dans l'histoire de l'humanité où, de manière globale et planétaire, toute une génération dit il faut qu'on fasse quelque chose. Voilà. C'est quelque chose de très très fort. Alors faire quelque chose, oui, voilà la courbe bleue qu'il faudrait prendre, ou la grise. Donc c'est pas le dernier rapport du GIEC qui est sorti il y a quelques jours, mais c'est celui d'avant. Donc on voit nos émissions de CO2 chaque année, on est à 40 milliards de tonnes chaque année actuellement sur la planète. Et pour arriver à une neutralité carbone en 2050, vous voyez, la courbe est quand même assez sévère si on veut éviter de dépasser les 2 degrés de changement climatique, comme nous le disent les scientifiques. Donc le défi, c'est pour ça qu'on parle de révolution énergétique, de changement radical, d'autres façons de procéder. Enfin voilà, ça peut changer de paradigme. Enfin c'est quelque chose de très puissant. C'est pas simplement en éteignant la lumière, et puis en achetant un peu de bio, ou je sais pas quoi, en mettant 2 ruches sur une mairie, qu'on va y arriver. Alors d'autant plus qu'il y a des stocks de carbone, mais en masse, dans le sol. On n'est pas près de l'épuiser, quoi. Donc là, vous avez la même courbe, mais jusqu'en 2100. Avec ce qu'on a consommé comme pétrole, c'est pas dans le même sens. Ça commence par le pétrole, le gaz, le charbon, le nucléaire, les ENR. Donc là, c'était une courbe que j'avais fait en 2010, vous voyez, donc il faudra me remettre la barre maintenant en 2020. Et ça, c'est les stocks qui sont prouvés. Alors on peut aller en chercher un peu plus, mais globalement, c'est ce qu'on est capable d'aller chercher. Et vous voyez que le pic du pétrole et du gaz, on est quasiment, ça va faire un plateau. Est-ce qu'on sera capable d'aller chercher les 100, 110, 120 millions de barils par jour? Avec quoi? Encore du pétrole de schiste, des sables bitumineux, mais le pic de pétrole conventionnel est déjà passé depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on va chercher du pétrole qui est de moins en moins conventionnel. C'est-à-dire qu'on va chercher les fruits les plus hauts dans l'arbre maintenant. Et il reste par contre une masse de charbon extrêmement importante et très très bien répartie sur l'ensemble de la planète. Il y en a partout, du charbon, avec des quantités énormes. Donc le défi est là. C'est d'arriver à cette neutralité carbone, donc d'arrêter d'émettre des gaz à effet de serre, donc d'émettre du CO2 dans l'atmosphère jusqu'en 2050. Ça veut dire que toute la partie qui est à droite, il ne faut pas y toucher. Alors ça veut dire que 70% des énergies fossiles disponibles dans le sol, il faut les laisser dans le sol. Donc vous voyez l'enjeu qu'il y a sur un plan planétaire, et notamment les pressions qu'il va y avoir sur un plan international, où on va dire à l'Inde, par exemple, arrêtez de faire des centrales électriques au charbon. Ils vont nous dire, vous êtes bien gentil, mais vous, pareil, comme tout à l'heure, ça fait 1 siècle et demi que vous avez fait la machine à vapeur, toute l'électricité en France était faite avec du charbon dans les années 40-50, etc. Donc vous avez bien émis, vous avez eu le mode de vie que vous avez maintenant, laissez-nous maintenant aussi atteindre ce niveau de vie. Bon, du coup, ça va être très compliqué de laisser dans le sol cette masse d'énergie qui permet d'accéder à la modernité. Voilà. Sachant que c'est une énergie qui n'est pas compliquée à faire, qui est gratuite, qui se transporte facilement, enfin elle a tous les avantages, une fois qu'on élimine le CO2, bien entendu. Alors, du coup, l'énergie a tout changé, hein. Si on reprend, en 1700, on avait 67%
de la population qui travaille dans l'agriculture, maintenant il n'y en a plus que 2,8%. Pourquoi il n'y a plus que 2,8%? C'est parce qu'on a mis des moteurs partout. C'est-à-dire qu'avec un seul agriculteur, avec un bon tracteur et toutes les moissonneuses, etc., qui vont bien, plus les engrais, les pesticides, parce que ça aussi, c'est grâce au pétrole qu'on arrive à le faire, et on n'a plus que quasiment plus personne qui travaille dans les champs pour nous nourrir. Et puis, bien entendu, à cette époque-là, on avait 0 g de CO2. C'est-à-dire qu'en 1800, quand vous prenez toute cette vie humaine, on est à 0 g de CO2. Et puis maintenant, on est à 11,9 tonnes d'équivalent CO2 pour un Français. Voilà. Donc chaque année, on émet dans l'atmosphère, alors soit nous directement, soit les services publics, soit ce qu'on achète, soit etc. Mais au global, quand on fait la totalité, on est à peu près à 11 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an. Donc l'enjeu il est là, c'est comment on réduit en fait ces émissions de CO2 tout en essayant de protéger notre mode de vie. Alors le problème c'est que d'autres sont partis très très loin dans l'urbanisation. La Chine, qui je vous l'ai montré tout à l'heure, s'est électrifiée avec le charbon. Maintenant, on va avoir du mal à les faire revenir à l'époque de Mao, où 90% des Chinois étaient dans des huttes, en train de cultiver la terre avec une petite machette et un petit truc. Maintenant, c'est Shanghai, 14 millions d'habitants, c'est Pékin, 12 millions d'habitants, c'est Canton, pareil, 12 millions d'habitants. C'est des vraies images, c'est pas une image de synthèse. Shenzhen, 12 millions d'habitants, etc., etc. Donc voilà, et ça, je vous ai pas mis Singapour, Kuala Lumpur, etc., etc. Donc on est effectivement sur un plan planétaire devant quelque chose d'assez compliqué avec cette histoire de carbone, surtout que effectivement on a par exemple les importations de pétrole brut qui sont en croissance très très forte, notamment de la Chine. Et on peut se dire, finalement, quand il n'y aura plus de pétrole, on n'aura plus de problème. C'est pas le cas, puisqu'on est capable de faire du carburant liquide avec du charbon. Hitler a fait tourner ses chars pendant la guerre, avec le procédé Fischer-Tropsch, pour transformer du charbon. Alors ça nécessite beaucoup d'énergie, donc là on émet du CO2 en masse, mais on est capable de faire du carburant liquide avec du charbon. Alors c'était le cas aussi en Afrique du Sud, par exemple, où ils avaient un embargo, et comme on leur fournissait plus de pétrole, ils ont fait avec leur charbon du carburant liquide. Voilà, alors on peut se dire, oui, mais tout ça, c'était la guerre, c'était il y a 50 ans, 60 ans, même 70 ans. Non, la Chine s'y fait. La Chine commence à créer des usines de liquéfaction de charbon. Alors quand ils y vont, eux, ils y vont. Donc ils ont la plus grosse usine de liquéfaction de charbon. Vous voyez un camion là, je ne sais pas si vous le voyez, ça vous donne une idée de l'échelle du bazar. Donc où ils avalent 20 millions de tonnes de charbon et puis ils le transforment en carburant liquide. Alors vous voyez, on ne récupère pas forcément grand chose, c'est 2-3 millions de barils à chaque fois. Donc c'est extrêmement néfaste pour le climat. C'est-à-dire que là on va utiliser énormément d'énergie pour en récupérer un peu, pour mettre dans les camions, les voitures, etc. Alors c'est pour ça qu'il y a un certain nombre, quand j'entends des choses à la télé ou à la radio qui disent ouais, mais de toute façon il y a le pétrole, c'est la fin du pétrole, ne vous inquiétez pas, c'est la voiture balai, une fois qu'on n'aura plus de pétrole ça va calmer tout le monde. Mais non, tant qu'il y a du charbon, la fête est ouverte, on peut faire du carburant. Donc ça, c'est pas prêt de s'arrêter. Donc il faut vraiment que ce soit une décision collégiale, collective, qui soit prégnante, pour laisser tout ce charbon dans le sol. Donc il y aura toujours des énergies fossiles disponibles dans les prochaines décennies. On le voit, le pic c'est 2060-2070 pour l'ensemble des énergies fossiles. Alors qu'est-ce qu'on consomme nous comme énergie au quotidien en France?
Donc on consomme bien sûr le plus, c'est du pétrole, puisque ça représente la plus large part de consommation d'énergie en France. On confond souvent en France énergie et électricité. L'électricité, c'est que 25% de la consommation d'énergie. Ce qu'on met le plus, c'est du carburant. C'est le carburant pour nos déplacements, essentiellement, un peu de pétrochimie, mais pas grand-chose. Donc l'essence est composée à 87% de carbone. Voilà, on émet en gros 2,28 kg de CO2 à chaque fois qu'on brûle un litre d'essence. Donc, disons pour simplifier x2, donc quand vous mettez 50 litres d'essence, vous émettez 100 kg de CO2 dans l'atmosphère. C'est assez simple. Vous calculez le nombre de fois que vous faites le plein dans l'année, voilà, et puis ça vous donnera une idée rien qu'avec votre voiture, ce que vous pouvez émettre comme CO2 dans l'atmosphère. Ensuite, on peut se dire, combien de... c'était la démonstration avec les 25, parce qu'en fait il y a aussi des déperditions quand on le transporte. Donc il y a aussi des litres qui partent dans le transport par bateau, et puis il y a la pompe aussi. On peut se dire il y a l'arrivée de l'électricité. Alors l'électricité, c'est bien si on a l'électricité décarbonée, c'est un peu le cas en France, mais si on fait rouler une Tesla en Chine, les plus grosses Tesla font 100 kWh de stockage de batterie, ça fait à peu près 600 kg de batterie quand même, hein. C'est le poids d'une 2 chevaux, hein. C'est-à-dire qu'on embarque, quand on monte dans une Tesla, on a le poids d'une 2 chevaux en batterie qui est à l'intérieur de la voiture. Donc il faut à peu près 52 kg de charbon pour un plein, donc ça veut dire 136 kg de CO2 pour 500 km, on est quand même à 272 kg de CO2 pour faire 1000 km, donc c'est pas rien, quoi. Voilà. Donc on émet quasiment 2 fois plus de CO2 que si on brûle directement de l'essence dans la voiture. Alors les Chinois sont très friands de la voiture électrique parce qu'ils ont un très très gros problème, c'est la pollution en ville. Parce que toutes les usines de fabrication justement d'électricité au charbon qui sont en périphérie des villes, dès qu'il y a un anticyclone, toutes les émissions restent concentrées dans les villes et ils ont des brouillards complets de pollution. Donc eux, ils sont très très friands de la voiture électrique pour ça. Alors ça n'enlève pas toutes les particules. Il faut savoir qu'un véhicule émet la moitié de ses particules avec le freinage. Ça n'enlève que la moitié des particules issues du pot d'échappement. Alors quelques contenus carbone. Voilà, donc par exemple un avion, c'est 293 grammes d'équivalent par passager au kilomètre, hein, donc c'est forcément plus on va faire de kilomètres, plus on va émettre du CO2. On a évoqué la voiture particulière, donc le train c'est quasiment rien, bien entendu, puisque s'il est électrique, hein, on est à 3 grammes de CO2, le métro 5 grammes. Des repas, hein, du coup on a le bœuf qui émet du méthane notamment par sa digestion, et puis il faut beaucoup d'années pour arriver à un bœuf à maturité, ça veut dire qu'on va avoir beaucoup de céréales pour le nourrir, qui auront besoin d'engrais, etc. Donc ça veut dire des tracteurs pour transporter tout ça, etc. Donc on a la viande qui est assez chargée en CO2, en équivalent CO2, avec 4 kg par repas. Avec poulet, on divise par 4, hein, manger du poulet. Et puis un repas végétarien, on divise par 10 les émissions de CO2. C'est pour ça que dans les cantines, maintenant, on essaie d'avoir au moins un repas végétarien par semaine. Enfin, ça vient progressivement. Après, c'est des débats sans fin. Alors, juste pour zoomer sur l'avion, effectivement, si on fait un Paris-Tokyo, il y a quand même 19 000 km, donc même si au kilomètre ça n'émet pas forcément beaucoup, quand on commence à additionner avec tous les kilomètres, on arrive quand même à 8 tonnes de CO2. Ça, vous allez émettre quasiment la totalité de ce qu'un Français émet dans une année avec le voyage en avion. Voilà, donc ça remet en cause aussi, bien sûr, des trucs qui étaient sympas, c'est de voyager. Donc, dans l'électronique, hein, comme un ordinateur à peu près, celui-là c'est 100 litres de pétrole hein, pour le faire. Donc c'est 1200 kg, donc une tonne de CO2. Enfin un ordinateur fixe, un ordinateur portable c'est 200 kg. Un smartphone quand même, hein, 30 kg de CO2 pour le construire. Et puis là, tout ce qui est communication, internet, un mail 4 grammes, un tweet 0,02 grammes.
Et puis bien sûr, dès que vous regardez un film. Donc c'est pour ça que le développement de l'utilisation d'Internet pour regarder des vidéos, que ce soit TikTok, Instagram, etc., ça démultiplie complètement l'usage des réseaux. Et du coup, il y a plein d'ordinateurs qui tournent derrière, donc il faut les refroidir, c'est surtout ça qui est consommateur d'énergie. On a le plus gros data center qui est en train de s'installer en Essonne, de France, juste à Nice, là, qui fait 240 MW. Donc j'ai fait le calcul, il va consommer à lui tout seul 2 fois la totalité de la population de Cœur d'Essonne par an en électricité. Il est branché directement sur la très haute tension. Voilà. Donc c'est complètement hallucinant. Tout ça pour, sur TikTok, voir un chien qui bondit en l'air, un mec qui se casse la figure en bagnole, ou je sais pas quoi. Enfin, tu te dis, mais voilà, il y a un truc qui... C'est-à-dire que comme on n'a pas conscience de ce qui se passe derrière, on consomme sans se poser de questions, en fait, mais il y a un gros travail de sensibilisation et de prise de conscience à voir ce qu'il y a derrière tout ça. Bon, un exemple de visionnage de vidéos là c'est en 2018, mais ça, c'est ce qui croît le plus. Hein. C'est-à-dire que les émissions de CO2 liées au numérique sur l'échelle planétaire, c'est ce qui croît le plus actuellement. Puisque nous encore, on est à 63 grammes de CO2 par kilowattheure, mais quand vous allez en Chine, vous êtes à 700 grammes de CO2 par kilowattheure, puisque vous avez une électricité qui est faite à 70% avec du charbon. Même s'ils se développent beaucoup dans les énergies renouvelables en Chine. Ils font beaucoup de champs solaires, beaucoup d'éoliens, etc. Mais comme ils ont une croissance de 3-4% par an, la croissance avale en fait l'arrivée des nouveaux moyens de production d'électricité. Voilà, donc un petit zoom aussi sur du coup les data centers. Alors, quand j'avais préparé cette planche, il n'y avait pas celui de Lys, donc c'est pour ça que je vous en ai parlé oralement, mais il y a beaucoup de data centers qui sont prévus en Ile-de-France, puis l'arrivée de la 5G démultiplie la possibilité de regarder des vidéos, donc on est pris dans cette spirale finalement d'avoir toujours plus de services à notre disposition et on le consomme parce qu'il est mis là et il n'y a pas de... Moi je me souviens avant, toute utilisation du téléphone, ma mère me faisait la guerre, quoi. Dès que j'appelais un pote le soir, ça fait au moins 1 minute que tu es avec lui, arrête tes conneries, quoi. Tu vas me raccrocher ça tout de suite, on va payer. Maintenant, tout est gratos, quoi. C'est illimité, donc on peut regarder le nombre de vidéos qu'on veut, il n'y a plus de restrictions, donc à partir du moment où il n'y a plus de restrictions, c'est open bar. Donc toute action quotidienne génère du CO2, donc bien entendu du carbone, ce qui est l'objet de la conférence, et puis malheureusement l'arrivée du numérique, parce que certains disaient ouais mais vous allez voir avec l'arrivée du numérique, tout ça va se digitaliser, après tout le carbone va s'écrouler, vous allez voir, ben non. Ouais. Alors du coup on peut regarder maintenant comment on fait pour éliminer le carbone, quoi. Quelles sont les solutions pour éliminer le carbone. On va regarder maintenant la taxation, si on taxe le carbone. Alors, on en émet à peu près 40 milliards de tonnes, je disais, par an, donc ça fait quand même une belle quantité. Donc si on lui donne un prix, on va dire, tiens, 100 €. La tonne de carbone émise, c'est 100 €. Ça fait quand même 4000 milliards d'euros par an. Si on commence à dire, vous émettez, vous allez payer 100 € à chaque fois que vous émettez une tonne, donc un Français, je vous ai dit, c'est 11 tonnes, donc vous pouvez faire le calcul, donc vous voyez, on est à 4000 milliards, donc ça représente quand même pas mal. Donc si on est à une famille de 4 personnes, ça commence à faire 4400 €. À 4400 €, là, ça va commencer à revenir dans les brancards, je pense. Mais c'est une question, voilà. On va y revenir. Alors, pour que tout ça se passe dans la joie et la bonne humeur, il y a un truc qu'il faut absolument arriver à aller chercher, c'est le sentiment d'équité. C'est-à-dire, si on ne va pas chercher un sentiment d'équité, si les gens n'ont pas le sentiment que tout le monde paye le juste prix et de manière équivalente, on ne va pas y arriver beaucoup. Alors, équité entre les pays, bien entendu, c'est-à-dire entre un Qatari qui va émettre lui 30 tonnes, c'est-à-dire 3 fois plus que nous, parce qu'il vit dans un environnement à 18 degrés tout le temps, dans sa bagnole, dans son bureau, dans son logement, il a 18. Quand je dis 18, c'est pas 22. Hein. Et puis,
un habitant du Congo, lui, il va émettre ses 30 kg de CO2 par an, voilà, et il va se prendre de plein fouet, par contre, le changement climatique. Parce que lui, il n'aura pas de clim, il n'aura plus de végétaux pour se nourrir, et puis ses bêtes vont crever. Donc, si on n'a pas ce sentiment d'équité sur un plan planétaire, ça va forcément poser quelques problèmes. Alors, ça veut dire équité aussi entre les habitants. En fonction de notre mode de vie, on est plus ou moins émissif en termes d'émissions de CO2. Donc quelqu'un qui va faire ses petites courses à pied, qui revient chez lui, qui prend jamais l'avion, qui n'a pas trop les moyens de s'acheter de la viande, qui part jamais trop en vacances, bah, il va être sur des émissions de CO2 quasiment de rien. Et puis celui qui a une grosse bagnole, une grosse piscine, bien chauffée tout le temps, et puis qui prend l'avion 2 fois par an, etc., il va forcément avoir des émissions de CO2 qui vont exploser. Donc ce sentiment d'inéquité, là aussi, ça va forcément poser quelques problèmes. Équité entre les territoires. Donc on l'a vu notamment avec les Gilets jaunes que j'évoquais au tout début, où ça a démarré aussi par la province. Parce qu'il y a des endroits où si vous n'avez pas de voiture, quand vous êtes à 70 km du supermarché, de l'hôpital, de l'école pour le môme, etc., vous êtes tout le temps dans la bagnole en fait. Donc ça veut dire que si on vous coupe l'accès, c'est-à-dire on vous taxe le fait de vous déplacer et que vous ne pouvez plus vous déplacer, ben ça veut dire que votre mode de vie il va être beaucoup plus impacté. Quelqu'un qui habite comme nous, avec la chance d'avoir une gare RER à proximité, et on peut aller dans pas mal d'endroits en Ile-de-France, finalement en utilisant les transports en commun, ce qui est vraiment une très grande chance. Voilà, donc du coup on peut dire bon, on va taxer, donc c'est ce qui avait été prévu par la loi de finances il y a quelques années. Donc il avait été prévu en 2014, on va mettre la tonne à 7 €, en 2018 à 44, 65, 86, et puis bah, c'est là où non, hop, il y a eu les gilets jaunes qui a dit on s'arrête là, stop, c'est trop, toc. Et donc ça n'a jamais dépassé les 44 € en 2018. Alors, la grosse difficulté, c'est que le reste à vivre diminue pour les ménages. C'est-à-dire qu'on a effectivement des dépenses qui sont liées à la protection de l'environnement aussi. J'ai pas mis ici les augmentations du coût de la vie depuis 1 an et demi liées aux augmentations du prix des énergies. Mais de manière structurelle, depuis 10 ans, tout devient plus cher parce qu'on taxe de plus en plus aussi pour protéger la planète. Donc on voit que celui qui a peu de ressources, si on lui dit bah, tu protèges la planète, donc on va te taxer pour l'eau, taxer pour les ordures ménagères, taxer pour l'électricité pour subventionner des énergies renouvelables, sur le recyclage. Maintenant, on a des taxes pour le recyclage des objets, et puis la fameuse taxe carbone, etc. Il se dit, oui, vous êtes gentil, mais mon reste à vivre, comment je fais? Alors là, j'ai pas mis les courbes, parce que bien sûr, ça s'est écroulé avec ce qui s'est passé au niveau du gaz et du pétrole l'année dernière. Si vous voulez, dans les questions-réponses, on pourra y revenir tout à l'heure, mais ça s'est fortement accentué. Donc, ce qui va être compliqué, c'est de dire à des gens qui sont déjà ric-rac, bah maintenant, on va te taxer le carbone, donc tu vas faire encore moins de trucs. Alors que de pâter plus loin, il y a quelqu'un qui va avoir une piscine, un gros 4x4, qui va aller 2 fois en avion chaque année. Donc, c'est ce sentiment d'équité, si on veut faire bouger la société, il est absolument primordial. Donc c'est cette taxation qui touche aussi les entreprises qui nous vendent des biens et des services. C'est-à-dire que quand on taxe, actuellement c'est le cas, on a des quotas de carbone qui sont attribués aux cimenteries, etc. Tous les gros émetteurs de CO2 sont taxés. C'est-à-dire que quand ils vendent leurs produits, ils les vendent plus cher. On achète plus cher l'acier, on achète plus cher le ciment. Si on achète plus cher le ciment, ça veut dire que les HLM sont plus chers, ça veut dire que les gens qui habitent dans les HLM payent plus en loyer, etc. C'est-à-dire qu'au bout du bout, c'est bien le consommateur qui a l'impact du carbone. Voilà. Alors il y a peut-être d'autres pistes, du coup on pourrait regarder d'autres pistes. On pourrait ne pas taxer dès le premier achat, mais donner un quota de carbone, qui du coup serait gratuit. Donc on aurait une espèce de carte magnétique, ou directement sur le smartphone, on va dire voilà, vous avez le droit à 2 tonnes par an. On en est à 11. Mais dès que vous dépassez 2 tonnes, à ce moment on vous taxe. Ce qui fait que celui qui... Voilà. Alors ça supposerait mettre en place des modulations. Celui qui utilise beaucoup la voiture, qui n'a pas le choix, il faudrait lui qu'il ait un peu plus, ou qu'il ait une dérogation. Donc j'en vois qui donne ligne de la tête, on voit déjà que ça crée des débats. C'est pas moi les idées. Mais on voit que voilà, on pourrait dire, on vous attribue un volume, et puis après, si vous voulez plus, vous payez. Mais ça suppose d'avoir de l'argent.
Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que les riches qui pourraient acheter au-dessus. Ça pose à nouveau le problème de l'équité. Par contre, au niveau éducatif, individuellement, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, on verrait son quota fondre comme neige au soleil. Putain, je suis en février, j'ai déjà mangé mon quota de CO2. Je suis allé. Alors avec 2 tonnes, on fait pas grand-chose. Vous avez vu, hein, un Paris-Tokyo en avion, c'est 8 tonnes. Donc ça veut dire que sur plusieurs années, on s'endetterait en CO2. Ça veut dire qu'il y aurait peut-être des échanges de CO2. Tu prêtes ta carte, t'as encore du CO2. J'ai un petit voyage à faire en province. Il faut que j'utilise mon véhicule diesel. Alors après, il y avait l'idée du chèque vert. C'était une idée que j'avais trouvé ça intéressante, qui n'a jamais été mise en œuvre. C'est au moment du Grenelle de l'environnement. Ça date maintenant, 15 ans, 2007, avec, à l'époque c'était Borloo et Nathalie Kosciusko-Morizet qui était à la manœuvre. Ils avaient dit, bon, on va mettre en place une taxe, montant initial 17 €, donc vous voyez, c'était pas non plus 100 €, mais par contre, on va la reverser intégralement. C'est-à-dire que l'État ne prend rien, on taxe, on met un prix sur le carbone, dès que vous faites le plein, machin, vous avez une taxe, mais par contre, la globalité de cette somme, elle est redistribuée à l'ensemble des ménages et de la population. On peut faire un exemple, donc quelqu'un, je reprends toujours mon petit monsieur qui va faire ses courses près de chez lui, qui prend jamais l'avion et qui a très peu de dépenses, bah lui il va payer peut-être 100 € de taxe carbone par an au global, et puis il va avoir son chèque de 400 € en fin d'année, donc ça va lui faire un revenu, entre guillemets, c'est-à-dire une recette de 300 €. Et puis celui qui était open bar, grosse voiture, grosse voiture, grosse maison, etc., bah lui il va peut-être payer 700 € de taxe carbone, et on va lui faire un chèque là aussi de 400 €, puisque ce serait pour tout le monde, égalité face au chèque, et du coup il aura payé en global 300 €. Voilà, c'était un exemple qui pouvait être intéressant à mettre en œuvre, peut-être. Alors là aussi ça suppose de mettre en place des mécanismes, ça résout pas tout, ça résout pas le problème de la personne qui est en province, qui est obligée d'utiliser son véhicule diesel, donc qui va émettre beaucoup de CO2, mais il ne peut pas faire autrement. Donc il faudrait des dérogations pour ceux qui sont obligés d'utiliser. Enfin, vous voyez le truc. Donc les trucs parfaits sont compliqués à aller chercher. Et puis bien sûr, il y a la taxation du carbone aux frontières. Donc c'est effectivement quelque chose d'important, puisqu'on on va les transits en millions de tonnes de CO2 entre les différents continents. Nous, on a une part de notre industrie qui est partie en Asie, mais elle est partie en Asie avec les émissions de CO2, finalement. Donc il y a 25% des émissions de CO2 en Chine qui sont liées à l'exportation. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner les usines chinoises pour finalement émettre du CO2 pour nous amener des objets en plastique ou je sais pas quoi, ou des écrans plats, enfin ce que vous voulez. Donc une bonne partie de la production de ces biens industriels qui vont effectivement avec. Donc l'Union européenne s'en est saisie, et enfin, là en décembre dernier, il y a eu la mise en place d'une taxation qui s'appelle le mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières pour taxer ce qui vient de l'extérieur. Donc les importateurs vont devoir acheter des certificats d'émission basés sur le prix du carbone qu'ils auraient pu acquitter si les biens avaient été produits en Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous, les produits qui sont déjà fabriqués en Union européenne et qui sont déjà taxés carbone, en fait, seront sur un pied d'égalité avec les produits qui seront achetés à l'extérieur. Si on fait venir du ciment de Chine, eh ben, il aura le même prix que s'il était fait en Europe, parce que le nôtre, il est déjà taxé. Alors ça marchait mal, ces certificats européens, parce que comme les Européens ne voulaient pas non plus tirer dans le pied de leur industrie, ils leur avaient mis des quotas qui faisaient qu'ils n'avaient quasiment jamais besoin d'acheter des quotas de CO2. Et du coup, le prix du CO2, il a été souvent à 3-4 €, enfin quasiment rien, pendant des dizaines d'années. Il n'y avait que depuis un an ou deux où il avait fait des variations. Donc là, on va réellement pouvoir, du coup, taxer, puisqu'on est à égalité, en fait, sur ces produits d'importation. Donc on va voir si ça marche. Il faudrait aussi que ce soit un peu généralisé, parce qu'il n'y a que les Européens qui mettent en place ça, ça veut dire qu'on pénalise quand même nos exportations. Donc si on a de l'autre côté les Américains et les Chinois qui développent leur économie et que nous, ça va poser au bout d'un moment un petit peu de problème. Voilà.
Donc comment arriver à la neutralité carbone avec 2 à 3% de croissance mondiale de PIB? Donc effectivement c'est un énorme challenge, hein. On rappelle ici la courbe qui est quand même assez pentue. Quand j'ai commencé à faire les conférences ici, on était là, donc la pente était un peu moins forte, mais plus les années passent, plus on se dit c'est encore possible, mais quand on va être à la verticale, on voit que ça ne va plus du tout passer. Surtout si on veut aller chercher nos 3-4% de croissance, donc ça va forcément questionner aussi qu'est-ce que c'est que la croissance, qu'est-ce qu'on en attend, est-ce que c'est une croissance de biens matériels, est-ce que c'est une croissance de biens immatériels, c'est quoi la croissance? On va, je pense, dans les années qui viennent se poser ces questions. Et pour terminer, voilà, et chez nous, voilà, le dernier slide, c'est notre bilan carbone de la communauté d'agglo, donc de Cœur d'Essonne, qui a été faite en 2016, hein, elle n'est pas récente, mais il n'y a pas eu des variations aussi fortes que ça. Donc on est, vous voyez, à 5 tonnes d'équivalent CO2 par habitant et par an. Alors c'est un bilan carbone territorial, ça ne comprend pas les émissions de carbone liées à l'armée, à la justice, enfin, ce qui est service public. C'est pour ça qu'on n'est pas à 11 tonnes de CO2. Alors il est en libre accès, hein, sur internet, vous pouvez aller sur le site de l'agglo pour aller le consulter. Donc on voit que c'est nos biens de consommation qui sont le premier poste d'émissions de CO2 sur notre territoire. Ensuite on a bien sûr l'habitat. Là c'est les déplacements des personnes. Alors ils ont pas mis une partie d'Orly parce qu'à un moment donné ils disaient on pourrait peut-être mettre un peu des avions, mais là ça décollait complètement. Et puis bien sûr les bureaux. Alors on n'est pas non plus à la défense, hein, donc la part bureau est quand même moins importante que le résidentiel, bien entendu. Transport de marchandises, construction de voirie, production d'énergie, industrie, agriculture, déchets, etc. Donc on voit que vraiment les 3 premiers postes, c'est les produits qu'on achète, notre habitat pour chauffer l'eau chaude sanitaire, et puis nos déplacements. C'est les trois postes principaux. Voilà, donc l'enjeu carbone, il est aussi territorial, il est aussi qu'est-ce que font nos puissances publiques locales pour engager la transition énergétique des bâtiments municipaux, pour faire des voiries qui permettent de la mobilité douce, pour faire de l'agriculture urbaine de proximité qui permet de ne pas faire voyager les légumes du fin fond de l'Andalousie, mais peut-être plus proche de chez nous, etc. etc. Voilà, donc c'est aussi une problématique locale. Voilà, j'en ai terminé avec ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pour ouvrir le bal, quelle a été pour la France la baisse de consommation de CO2 avec la Covid? Alors pour la sur la courbe ou pas? Ouais. Oui, alors j'ai le chiffre plutôt planétaire. C'est-à-dire que l'année du Covid, c'est l'année où on a été sur la bonne pente. Il a fallu arrêter l'ensemble de l'aviation mondiale pendant à peu près 3 mois pour avoir nos 5%, parce que c'est 5% à peu près par an. Donc c'est pour ça que sur un mandat, par exemple, si vous questionnez un élu, moi je suis devenu élu de Sainte-Geneviève-des-Bois, je suis maintenant conseiller municipal depuis le dernier, c'est une question, c'est comment on fait nos 5% par an, même que chacun est concerné finalement, à chaque strate. L'État comment il fait, la collectivité locale comment elle fait, le département comment il fait, nous-mêmes dans nos actions quotidiennes. Et c'est cet assemblage-là qui va nous permettre de passer les étapes 2030, 2040, 2050 jusqu'à la neutralité. Donc effectivement, c'est l'équivalent de la crise Covid chaque année. Donc on voit que c'est pas simplement ce que je disais tout à l'heure. Hein, c'est pas simplement j'éteins un peu les lumières, je mets 3 ruches sur la mairie et ça va le faire, quoi. C'est pas ça. C'est vraiment une modification profonde et structurelle de nos modes de vie. C'est vivre autrement. Alors, il faut que ça, comme il faut que ça se passe dans la joie et le bonheur, c'est ce que je disais, la toile de fond, ça doit être l'équité, pour pas que ce soit la guerre permanente. Comment je retrouve un peu d'équité là-dedans. Et puis, comment je fais monter l'immatériel.
L'immatériel, c'est peut-être plus de rencontres, plus d'échanges comme on le fait ce soir, c'est peut-être plus de jeux de société en commun, c'est peut-être etc. Voilà. Donc c'est peut-être c'est retrouver des pistes que ce que faisaient nos grands-pères. Enfin, mon grand-père, je pense qu'il était proche de 0 CO2. Lui, il n'avait même pas de toilette. Donc, il n'a jamais pris l'avion de sa vie, j'ai jamais vu la mer d'ailleurs. Il se rasait au rasoir mécanique, etc., etc. Il cultivait lui-même ses légumes, ses lapins. Voilà. Bon, il n'a pas l'air si traumatisé que ça. Donc, il faut retrouver de la joie. Enfin, là-dedans, ça va être le gros challenge. Donc voilà, c'est vraiment la Covid. Alors par contre, au niveau français, je sais pas. J'ai pas le chiffre. En fait. Est-ce qu'il y a des programmes d'éducation à l'école? Les enfants, il faut les sensibiliser. Pas assez. Parce qu'en fait, chaque enseignant, je fais partie des shifters maintenant. Les shifters, c'est ceux qui accompagnent le Shift Project, je vous avez peut-être entendu parler du Shift Project, qui œuvrent justement pour sensibiliser sur les aspects changement climatique, etc. Mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas de formation. C'est-à-dire que les profs n'ont jamais été formés. C'est-à-dire que le couple énergie-climat, parce que vous voyez ce soir, on ne peut pas parler de l'un sans parler de l'autre, puisque c'est l'un qui fait l'autre. Enfin, on est complètement liés là-dedans. Donc le prof de sciences nat, il va faire les sciences nat, le prof de maths, il va faire les maths, mais il n'y a pas un prof de climat-énergie. Voilà. Donc on a cette grande difficulté, donc il faudra aller voir, et donc nous on commence à être sollicités là, pour aller dans des lycées. Voilà. Mais c'est trop tard le lycée. Parce que les jeunes, le numérique c'est le collège. Donc il faudrait commencer dès la 6e en fait. Hein. Et puis tout le monde, hein. Les retraités, les EHPAD. Moi, je vois à Sainte-Geneviève, nous on fait un voyage par an pour nos personnes âgées, mais c'est un voyage en avion. Donc si on leur dit maintenant c'est plus en avion, c'est en TGV, vous allez voir Avignon, on peut descendre assez loin en TGV, hein. On peut aller jusqu'à Barcelone, enfin on peut aller même en Italie. Voilà. Donc si on ne donne pas le sens, si on n'explique pas... Et remettre les trains couchettes Ouais, train couchette. Ouais. Oui, on a détruit toutes les petites voies ferrées. Et on a détruit les voies ferrées. Les petites gares, voilà, Ouais. ils sont en train de remettre. C'est trop tard. Bien sûr, bien sûr. C'est comme les tramways à Paris, il y a plein de tramways à Paris. Il y a 17 000 chevaux pour Paris. L'hypomobilité va peut-être revenir à la mode. Les trains allaient dans les banlieues industrielles. Ouais. Voilà, donc c'est... Bon, on le voit ce soir aussi, celui qui vient à une conférence le soir, plutôt que de regarder Netflix, c'est pas forcément les 12-13 ans, quoi. Alors que vous et moi, parce que je me mets dedans, le chemin il est fait, entre guillemets. Ceux qui vont faire la société dans les 30 ans qui viennent, ou les 40 ans qui viennent, les forces vives, entre guillemets, c'est pas nous. Donc on doit être, par contre, les pèlerins, quoi. On doit dire, attention, là, si on veut que ça se passe bien, on peut dire on va laisser courir, mais ça risque de mal se terminer. C'est-à-dire que les démocraties, je suis pas sûr qu'elles résistent si on dépasse les 2 degrés de changement climatique. Une fois qu'on aura 1 milliard de réfugiés climatiques parce que l'Afrique sera à 50 degrés, je suis pas sûr que nos démocraties soient en capacité de résister. C'est pas une question, c'est juste un commentaire. De plus en plus, je lis dans ce que je lis, qu'on parle non plus de changement climatique, mais qu'on parle d'adaptation au changement. Donc là, il y a un changement de paradigme. C'est malheureux. Ouais. Ça veut dire que, en gros, c'est inéluctable, donc il faut s'adapter. Voilà. Donc on va végétaliser les cours d'école, on va rajouter 2-3 arbres par-ci, faire un peu de... Voilà. Mais voilà, faut bien voir que si on atteint les 2 degrés, la moitié des arbres en France disparaissent. Donc on a beau végétaliser tout ce qu'on veut, de toute façon. En Europe, on est déjà à plus 1,2 degrés par rapport à 1750. Les calottes polaires, c'est plus 4 degrés. Qui va payer les émissions de CO2, enfin de CH4 et de peroxyde d'azote qui sont émis par la fonte de l'hydrogène. Oui, ça. Enfin, les conséquences sont... Je ne vous ai pas fait une conférence sur le changement climatique, hein, mais
les conséquences sont multiples. Hein. C'est l'arrêt du Gulf Stream, c'est la litanie des trucs qui font peur. Hein. Voilà, c'est les émissions de méthane liées à la fonte du permafrost, comme vous le disiez. Enfin, donc ça veut dire que si on laisse faire la machine, il peut y avoir en plus des effets extrêmement puissants d'impact qu'on n'a pas encore vu. Voilà, des effets par rebond. C'est comme, moi j'ai souvent l'habitude d'utiliser l'image de la toupie. C'est-à-dire qu'on lance une toupie, c'est la Terre qui tourne depuis 3 milliards d'années. Et puis nous, on est en train de lui mettre une pichenette comme s'il y avait eu la fin des dinosaures il y a 64 millions d'années. Là, c'est une météorite qui tombe. Hein. Donc voilà, c'est à peu près du même effet. On met une pichenette, alors la toupie, elle se met à danser un bon moment, et puis elle va retrouver son point d'équilibre. Voilà. Ben, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle va danser pendant un moment. C'est-à-dire pendant ce qu'on a émis, ça, si vous parliez des presque 1,2 de réchauffement climatique sur l'Europe, ce qu'on a enclenché là, il y a 2-3 000 ans d'inertie. C'est-à-dire que pendant 2-3 000 ans, la glace va fondre. C'est-à-dire que c'est pas... Parce que souvent, on s'arrête à 2100. Ah ouais, ça, on va avoir... l'eau va monter de 30 cm en 2100. C'est pas ça. C'est que la Terre va se restabiliser. En fait, une fois que la circulation du courant marin qui fait le tour de l'ensemble des océans aura fait 2 fois le tour. Et il fait le tour en 1000 ans. C'est-à-dire qu'il y a 1000 ans pour que l'ensemble de fond des océans soit brassé par les courants qui circulent dans les mers. Il faut que ça fasse le tour 2 fois pour qu'il y ait un équilibre énergétique qui se recrée. Donc il faut 2000 ans, minimum, parce que la fonte de glace, il y aura un peu plus d'inertie. Donc on voit bien qu'on a enclenché un truc, voilà, alors 2 degrés, voilà, alors 3-4, n'en parlons pas. Quoi. Donc ce qu'on est en train de dire, c'est que ça va devenir le sujet. Ça va devenir le sujet. C'est-à-dire comment on fait. Avec des tensions, forcément, entre les pays. Ce que j'avais lu aussi, c'est que lorsqu'on parle d'un 5 ou 2 degrés d'élévation de la température, c'est une valeur globale pour la Terre. À ceci près que l'élévation locale sur les terres, elle est à peu près, de temps que je me souvienne, aux alentours de 2 fois plus que la valeur moyenne de la Terre. Peut-être pas 2 fois, mais un peu plus. Ouais. Au-dessus des océans, la température de l'océan tempère. Comme vous le disiez, comme il y a moins de vapeur d'eau, parce que le principal gaz à effet de serre, c'est la vapeur d'eau sur Terre. C'est pas le CO2, heureusement. Mais du coup, comme les pôles sont très froids, il n'y a pas de vapeur d'eau, donc l'impact est beaucoup plus puissant au pôle. Donc on a un réchauffement qui est beaucoup plus puissant qu'au niveau de l'équateur. Et donc les pôles se réchauffent beaucoup plus vite. Voilà, effectivement. Donc il n'y a pas d'égalité, c'est pas homogène, effectivement. Donc il y a des pays qui vont souffrir plus que d'autres. Voilà, donc le sujet du carbone, de la taxation carbone, est-ce qu'on donne un quota de CO2 de carbone à tout le monde? Enfin ça vous allez... Alors là, je peux dire, on va en entendre parler. Dans les 10 ans qui viennent, ça va revenir régulièrement sur la table, parce que les jeunes vont continuer à manifester. Enfin, ils vont nous dire, mais comment je fais moi dans 30 ans pour vivre dans ce que vous allez me laisser, quoi. Vous êtes bien gentil avec vos voyages en avion et puis vos machins, mais il y a quand même un problème. Alors on peut se dire, bah, tant pis. Voilà. Même si nous on est vertueux, on représente que quelques pourcents à l'échelle planétaire, c'est pas ça qui va changer le monde. Bah oui, mais on pourra gueuler d'autant plus facilement qu'on aura fait l'effort nous-mêmes. C'est-à-dire si on fait rien, comment voulez-vous qu'on porte la voix au niveau des Nations Unies ou je sais pas où, forcément un enjeu, quoi. C'est bien le politique qui doit bien lancer le truc au départ. Puis nous. Oui, et ponctuellement après, il manque des maillons de la chaîne, c'est-à-dire, comme l'a dit Brigitte, l'école. Des tout petits, au lieu de leur apprendre l'anglais, peut-être il faut aussi faire ça. Nous, on est capable, par notre mode de vie, de modifier de 30% nos émissions d'émissions de CO2. Tout seul. En diminuant notre consommation de viande, en ayant une voiture plus petite, en ayant un voyage en avion de temps en temps, mais vraiment tous les 2-3 ans par exemple. Enfin, rien qu'en adoptant en gardant son smartphone 2 ans de plus, en changeant que l'ordinateur qu'une fois qu'il est vraiment là, etc. C'est-à-dire, si on fait, on arrive à faire facilement 30%. C'est quand même encourageant. C'est-à-dire que l'objectif de 2030, qui est de baisser de 40%, il est atteignable rien qu'avec nos propres efforts. Alors après, il faut que l'État suive, il faut que les collectivités suivent, il faut que l'ensemble...
faut arrêter de parler de pouvoir d'achat. Oui. De consommation Consommation. Ça repose la question de la consommation en tant que telle. Qu'est-ce qu'on consomme? On passe notre temps à quoi? Qu'est-ce qui est important pour nous? C'est des questions intéressantes. Je sais pas comment on est. Si encore des gens pour nous étudier dans 300-400 ans, comment ils nous regarderont dans cette période de transition. Ils ont bien sûr géré le truc, ou oh, ils sont pris, mais ça a été long quand même. Ça s'est enclenché, mais avec quand même un peu de retard. Parce que c'est 92, hein, Rio, enfin les premières conférences, on est sur plus de 30 ans maintenant. Ça fait 30 ans qu'on le dit. Enfin, oui, j'ai commencé les conférences il y a 15 ans sur le changement climatique, parce que sur internet je suis tombé sur Jean Covici, j'ai suivi ses cycles de formation, je dis mais c'est quoi ce truc là? Parce que j'ai jamais entendu parler de tout ça. Et puis alors que ça faisait déjà 15 ans que tous les scientifiques en parlaient. Mais ils n'ont pas été assez alarmistes, hein, je pense. C'est la prudence des scientifiques du GIEC, en fait, qui disent toujours oui, mais c'est scientifique, donc il faut qu'on apporte la preuve. Est-ce qu'on voilà, alors qu'un homme politique aurait dit mais regardez, pas dans le mur. Enfin, certains l'ont dit. Hein, la maison brûle, on regarde ailleurs. Chirac avait dit. Oui, moi je suis à dire je suis complètement d'accord avec vous. Si ce n'est, il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, c'est l'atome, l'énergie qui vient de l'atome. Et c'est un peu quand même. Oui, non mais c'est. Donc, monsieur parle de l'énergie nucléaire. Donc, en France, on est dedans. Donc, on peut dire, on va en construire un peu. Alors, là, je pourrais vous montrer. Il y a un scénario qui a été fait par RTE. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour transformer le système électrique français pour atteindre la neutralité carbone en 2050? Donc ils ont fait différents scénarios. Il y en a un, le médian, c'est un peu de nucléaire. Il faut faire x10, faut faire 40% d'économie d'énergie, globalement. Alors toute énergie confondue. Il faut qu'on réduise de 40% nos consommations d'énergie. Ensuite, il faut faire x10 sur le solaire, x10 sur le solaire photovoltaïque, x3 sur l'éolien terrestre, 50 champs d'éoliennes offshore, et puis entre 8 et 12 EPR pour assurer la base. Donc ça coûte quand même 3-4 milliards d'euros, ça va être cher, ça va poser le problème du pouvoir d'achat, etc. Donc pourquoi j'en parle pas? Parce qu'à l'échelle planétaire, c'est pas un sujet. Actuellement, le nucléaire, c'est 6%, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On va pas en 30 ans construire des centrales nucléaires partout dans le monde. Surtout qu'elle est verte. Et ce sera, même si qu'on mette de côté le danger, enfin, voilà, pour avoir un débat hein, sur c'est quoi voilà, est-ce qu'on doit faire du nucléaire ou pas, voilà. Mais c'est pas un sujet à l'échelle planétaire. On va pas mettre des centrales nucléaires partout. Ce serait ingérable. Sur un plan de la sécurité, sur un plan de l'approvisionnement en uranium, sur un plan sur un plan des bombes sales, voilà, on n'a pas encore eu de terrorisme avec des bombes sales, mais il suffit de voler un peu. Donc ça pose tout un tas de sujets. Voilà. Pour des pays bien stabilisés, pourquoi pas. Moi, je suis en tant que shifter, le Shift Project dit le nucléaire peut trouver sa place parce que ça nous permet d'avoir une base bas carbone avec l'hydraulique, etc. Et du coup, ce que dit Jean Covici, c'est que c'est un amortisseur de décroissance. C'est-à-dire que le nucléaire peut nous permettre de décroître un peu moins lentement et puis du coup de le faire calmement, en gros, sans trop de soubresauts. Voilà, mais on ne va pas remplacer toutes les centrales d'Inde, d'Afrique du Sud, etc. par des voilà, même en Afrique où il y a quand même pas mal d'instabilité politique. Faut quand même un peu de stabilité politique. Il faut un contre-pouvoir très fort. En France, on a l'autorité de sûreté nucléaire qui est quand même un peu indépendante, donc qui fait des rapports. Donc il faut un aiguillon dans tout ça. S'il n'y a pas d'aiguillon, c'est compliqué, quoi. Question un peu à part, que pensez-vous des techniques que mettent en avant notamment certains Américains d'absorption du carbone dans l'atmosphère? Ouais. Ne pas limiter la production, mais réabsorber pour l'enfouir. Ouais. Alors, il y a deux choses là-dedans. Il y a
on peut capter le carbone au moment où il est émis par une centrale de production d'électricité ou de ciment, par exemple, mais c'est très coûteux sur un plan énergétique. C'est-à-dire qu'il faut du coup transformer le carbone, soit en solide, soit en liquide, et ensuite l'enfouir dans le sol. Donc on va multiplier par 2 finalement les émissions de CO2, parce qu'on va du coup stocker alors on va pas du coup les mettre dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 2 les émissions et on va les mettre dans le sol. Et il y a des études qui montrent que ça acidifie le sol et qu'il n'est pas tout à fait sûr qu'il reste dans le sol en fait. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des micro-fissures qui apparaissent progressivement et qu'ensuite ils repartent dans l'atmosphère, donc ce qui n'est pas forcément très bien. Et puis après, il y en a qui vendent des gadgets, donc j'appelle ça des gadgets, c'est une espèce de mur. Ils vont dire, vous allez voir, on va capter le CO2. Alors, quand on regarde le bilan global entre le cycle de vie de ce qu'ils vont mettre en place, l'acier, etc., le bilan il est complètement ridicule. Et la problématique est la même, il faut qu'ils l'enfouissent. Et après, voilà, il faut en faire quelque chose de ce CO2. On peut le réutiliser, on peut le combiner pour faire d'autres choses. Du méthane, voilà, pour refaire du CO2. Alors, c'est pas grave si c'est un cycle. C'est comme les arbres. La biomasse, par exemple, qu'on brûle pour faire un réseau de chaleur, etc. Pourquoi pas? Parce que la biomasse, c'est ce qui s'est passé au 19e siècle, elle peut repousser. Tant qu'on tape pas dans un stock qui est fini et enfoui dans le sol, c'est pas trop grave. On peut espérer qu'un jour ça se reconstitue. Peut-être avec difficulté. On a laminé les baleines pour s'éclairer. Avant que le stock remonte, il va se passer un sacré bout de temps, quoi. Mais ça peut remonter. Le problème, c'est qu'on est en train de brûler des stocks d'énergie fossile qui sont enfouis dans le sol depuis des centaines de millions d'années. Donc pour les remettre dans le sol. Alors, voilà, l'océan va en capter une partie. Ça va acidifier l'océan. Donc on va acidifier l'océan, ça veut dire qu'il y a des mollusques qui n'arriveront plus à faire leurs coquilles. Donc ça va aussi poser des problèmes sur toute la chaîne alimentaire, du coup. Voilà. Donc on voit que le problème, il est quand même pas simple. Est-ce que vous avez un ordre de grandeur entre le rayonnement solaire qui est absorbé par la Terre et l'ensemble de cette énergie que l'on produit? C'est de tout ce qu'on produit, de toute façon, ça finit en chaleur. Donc, en rayonnement aussi. Rayonnement magnétique, c'est pas forcément que de la chaleur. Oui, mais on donne un coup de frein, c'est de la chaleur. Oui, bien sûr. Donc la majeure partie, à part effectivement les rayonnements électromagnétiques, quoique, on en est mis aussi pour les faire, quel est l'ensemble de cette chaleur qu'on a produite par rapport au rayonnement solaire? Alors, c'est pas grand chose parce que le soleil de mémoire c'est pas 240 watts par mètre carré quand il est au zénith, hein, bien entendu, il me semble. Et à l'échelle de la planète, c'est énorme. C'est-à-dire, la quantité d'énergie qui nous arrive du soleil, elle est titanesque. Ce qu'on brûle comme énergie, c'est pas grand chose. Hein. Un millionième, un millième. Ouais, je pourrais pas vous dire. C'est facilement calculable, mais je l'ai jamais calculé. La principale, la Terre a deux sources d'énergie. Hein. Il y a le rayonnement soleil et puis il y a la radioactivité naturelle de la Terre qui fait la géothermie. Il y a un beau réseau de chaleur qui va vous arriver là, dans le bois des Roches en 2026, qui est chauffé avec de la géothermie qui part de Ris-Orangis, Grigny, etc. grâce à la radioactivité naturelle du sol. Si on couvrait toute la Terre de forêt, en fait, comme les arbres ont la capacité justement d'absorber le CO2 et de rejeter l'oxygène, comment ça... Est-ce que même là, ce ne serait pas possible? Qu'on essaye d'équilibrer, qu'on réduise l'émanation. C'est-à-dire que il y a 2 siècles, c'était ça. C'est-à-dire que les forêts étaient à leur état optimal. Hein. C'est-à-dire c'est pareil, une forêt, les grands arbres des forêts tropicales, ils ont 600 ans. Et pour recréer une forêt primaire, il faut à peu près 1200 ans, puisqu'il faut 2 cycles de grands arbres. Voilà. Donc dans 1200 ans, on aurait peut-être une forêt qui retrouve à peu près sa taille initiale, mais il faudrait que les arbres puissent pousser. C'est-à-dire que le 1,2 degré qu'on a déjà enclenché,
va faire déjà beaucoup de dégâts. Hein. Enfin, moi, je me balade pas mal dans le parc des Bords de l'Orge, je suis catastrophé par le nombre d'arbres cette année que je vois qui sont morts. C'est les 2 canicules qu'on a eues là, coup sur coup, ça en a zigouillé un tiers. Hein. Donc c'est puissant, quoi. Et il n'y a pas des biologistes ou des biochimistes qui ont travaillé sur cette capacité qu'ont les arbres, justement, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je ne sais plus, c'est bon. Résilience. Des arbres à absorber le gaz carbonique. La photosynthèse. Voilà, la photosynthèse. Donc ça, personne n'a travaillé assez dessus pour que justement on puisse se... Un arbre, un chêne à l'âge adulte, il va stocker 37 kg de CO2 par an. Ouais, non, mais trouver un autre système que l'arbre, quoi. Bah oui, c'était ce que vous disiez tout à l'heure, alors on commence à voir apparaître des trucs, tout est vendable, alors on va dire, je vais vous arracher de l'atmosphère du CO2, vous me payez 100 €, et puis... trouver un système pour transférer le CO2, chose de bénéfique. Oui, bah, c'est sûr, si avec le CO2, on pouvait générer des vidéos TikTok, là je pense que ça aurait du succès. Bon, ben alors vous, en tant que conseiller municipal maintenant, vous allez œuvrer pour aller dans les écoles le plus souvent possible, il ne faut pas attendre que les écoles demandent. Non, moi je m'occupe déjà du bilan carbone de Sainte-Geneviève-des-Bois, parce que je ne suis pas à Saint-Michel. Je m'occupe déjà du bilan carbone de Sainte-Geneviève qu'on vient de réaliser, donc maintenant on est en train d'enclencher les études énergétiques pour l'ensemble de nos bâtiments pour voir comment justement arriver à la neutralité carbone en 2050, donc ça suppose de faire une programmation, donc un schéma directeur des bâtiments notamment, parce que tout ce qui est véhicules, tout ça, ça va venir. Enfin, les véhicules seront certainement un peu moins gros, un peu moins lourds, plutôt électriques, ça va gentiment suivre l'état du parc. Voilà, tout ça. De plus en plus vers les SUV. Hein. Oui, mais ça, ça va faire ça. Hein. Ça va forcément redescendre, c'est comme le reste. Donc on va suivre. Ce qui est important, c'est les bâtiments en fait. Pour une collectivité, hein, j'entends. Voilà. Nous, par exemple, sur notre 3e poste d'émission de carbone, c'est le bilan carbone municipal, c'est pas territorial, hein, c'est ce qu'émettent les services de la ville. Le 3e poste d'émission, c'est les achats. Et ce qui émet le plus de carbone dans les achats, c'est la viande pour les écoles. Le premier poste, c'est les bâtiments. Le premier poste, c'est les bâtiments. C'est le gaz. Ah oui, voilà, je croyais dire les passoires thermiques. Oui, c'est les chaufferie gaz on n'a plus de fioul, je crois, mais c'est les chaufferie gaz des bâtiments. Donc nous, on a l'arrivée du réseau de chaleur, ce qui va vous arriver, qui est maintenant bien en place sur une partie. Donc on va bénéficier de cette énergie renouvelable. Donc on va éliminer un certain nombre de chaufferies, mais il y a des écoles qui sont inaccessibles pour le réseau de chaleur. Donc il faudra qu'on trouve chaufferie biomasse, géothermie de surface, on trouvera les moyens pour éliminer tout ça. Puis après, il faut développer le transport doux, entre guillemets. On n'est pas dans nos banlieues submergés par les vélos. Donc on peut installer, on est en train d'installer 400 arceaux, ne serait-ce que pour que les gens puissent s'attacher au vélo. Parce que le premier truc, c'est où est-ce que je mets mon vélo, quoi. Si j'ai rien pour l'attacher, donc on est en train d'installer 400 arceaux. Et puis il y a des trucs qui marchent. Hein. Je vois le Chaussidou sur la route de Longpont, ça marche plutôt pas mal. J'ai croisé quelques cyclistes qui m'ont dit j'ai le sentiment d'être légitime. Parce que quand un vélo roule sur une route, il a un sentiment d'illégitimité. La route elle est faite pour la voiture, elle n'est pas faite pour le vélo. Alors qu'avec le Chaussidou, il est à sa place, le cycliste. Voilà. Donc il faut développer tout ça, ça viendra progressivement. Il suffit de se balader dans les pays du Nord, Copenhague, on est noyé dans les vélos. Et les gens font des kilomètres en vélo. Mais par contre, c'est une pratique, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit... voilà. Les entreprises sont adaptées aussi là-bas. Oui, tout à fait. Il y a des douches pour que les gens puissent se doucher s'ils arrivent de loin, il y a de quoi stocker les vélos, les gens ne sont pas en cravate. Ces petites révolutions. Les trottoirs, c'était moitié piéton, moitié cycliste. Moi, en Allemagne, je me rappelle de ça. Puis on se fait engueuler si on met le pied sur une piste cyclable dans les pays nordiques. Oui. Moi qui suis un des plus vieux, je crois. J'ai commencé il y a 40 ans à faire. J'habite à Sainte-Geneviève, dans l'eau, près du donjon. Et j'ai travaillé à Paris, j'avais mon vélo. Alors moi je suis d'accord avec le vélo. Alors deux choses. Le vélo, j'en ai consommé beaucoup. Non pas que je les ai usés, mais on les a chourés. Ça, c'est la première chose.
Et la deuxième chose, je suis allé à Paris aujourd'hui. Je suis retraité, bien sûr. Alors là, c'était les patinettes. Oh, mais il y a plus de vélos quand même. Là, c'était... faut faire gaffe, quoi. Je crois qu'ils vont les interdire, les trottinettes. Oui, c'était une question. Moi, je crois que c'était... Non, mais c'est les locations qui sont interdites. La location. Mais Ouais, la location. pas les propriétés. Enfin, alors, je parle pas des vélos, parce que les vélos, vous avez des sens uniques pour les voitures, mais qui ne sont pas vrais pour Et les ils ont le vélos. droit d'être à contresens. Il est arrivé sur le capot. Je crois Ah bah, je m'en fous, le capot. On va en écraser un et puis il peut en prison. Ah oui, mais Non, il y a un peu de civilité pour ceux qui sont dans les... dans ma démarche anti-CO2, etc., j'essaie de marcher à pied. Et aller à Paris, parce que je n'ai plus la dextérité, la capacité de sauter. Mais, on croit un peu quand même. Mais il faut avoir de bons yeux. Ouais. Ouais, non, mais c'est sûr. Et de bonnes jambes parce que maintenant, il les feux rouges, ils roulent sur les trottoirs. ça devient difficile aussi. Mais je trouve qu'il y a eu quand même, enfin la Covid a eu cet effet, c'est que ça a quand même libéré les vélos dans Paris. Alors est-ce que c'est pour ça qu'on émet moins de CO2? J'en sais rien, parce que c'est peut-être des gens qui utilisaient le métro avant, hein, donc je suis pas sûr. Je sais pas, en fait ce qu'il faut c'est éliminer la voiture. Donc ça veut dire que si on mesure le flux de voitures et qu'il a diminué, là d'accord. Mais il faut arriver à éjecter la voiture. Ouais, je suis d'accord avec les dans Paris, il y a des endroits bien sûr où il faut la voiture, mais dans Paris, on a besoin de voiture. Franchement. Ou alors on a quelque chose à transporter, de lourd, un meuble, un truc. Non, le Vélib était bien parce qu'on l'attachait pas. Mais quand le marché des Vélib, au bout de 3 ans, est tombé, qu'il y en a eu plusieurs autres là, de merde, excusez-moi, moi j'ai abandonné. C'est dommage. Avec le Vélib, je prenais le Vélib dans Paris. Voilà. Donc c'est bien dommage. Parce que, et pourquoi ça s'est pas mis en banlieue? Moi j'habite à Ivry-sur-Seine et j'avais le Vélib, je l'avais au POPV à Arena, dans des spectacles en vélo, comme ça. Il faut qu'on lance le truc. Pourquoi ici on a juste essayé, je crois à Saint-Michel, j'ai pas ils ont essayé des patinettes, je crois. Oui. Ça n'a pas marché. Ouais, ça peut Moi j'ai pas eu le temps d'essayer. Après, oui, pourquoi c'était pas d'abord le Vélib? Parce que la patinette c'est dangereux. Donc, je sais pas, le Vélib, même pour des personnes âgées, ça pourrait se faire très bien, quoi. Il y a des pédibus aussi, c'est des lieux de rassemblement des enfants pour qu'un adulte puisse les emmener à l'école. Donc ça évite à la maman d'utiliser sa voiture parce qu'elle utilise sa voiture pour emmener l'enfant à l'école. Enfin, il y a une organisation collective à mettre en place pour arriver à faire cette transition. Mais on voit qu'en discutant, voilà, il y a des trucs qui sont en train de bouger. Forcément. Après, les gens, si ça ne marche pas la première fois, c'est peut-être parce que c'était pas le moment. C'est ça, il faut y revenir. Ouais, trouver notre méthode, notre approche. Moi, je me pose une question parce que, surtout à mon âge, c'est quelle action on peut avoir par rapport aux jeunes? Parce que j'ai un peu le sentiment que une petite minorité commence à être vraiment sensibilisée. Moi, j'ai bons exemples, hein, mais ça reste une très petite minorité et je ne sais pas quels moyens la société, donc les pouvoirs publics, enfin la société pourrait avoir pour influencer, parce que là on serait sur du long terme, oui, mais de toute façon il y aura un long terme. Et oui, on est parti pour des dizaines d'années. Et puis, est-ce qu'il y a des pays qui sont un peu leaders dans ce domaine, en dehors de la France? Parce qu'on n'en entend jamais parler. Bon, moi, ce qui m'a surpris, c'est que depuis 2-3 ans, ça a fait presque un scandale. Il y a les ingénieurs qui sortaient d'agro, qui ont refusé leur diplôme au nom d'eux, etc. Enfin, moi, je m'y intéresse parce que je connais un peu. Mais je sens qu'il y a des petites minorités qui sont très sensibilisés, mais qu'on ridiculise un peu, qu'on ne soutient pas, déjà, au niveau pouvoir public. Et je me dis, mais là, il y a une action gigantesque de l'éducation nationale. Bien sûr. Enfin, de tous les formateurs. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ça passe par le collège, en fait. Oui, parce que vous suivez une filière littéraire, juridique ou sociale, vous en entendez absolument pas parler. Alors, ça fait à aucun moment on dit ça c'est 200 kg de CO2, quand vous roulez 1 kilomètre c'est machin, etc.
À aucun moment. Donc, en plus, les hommes politiques sont essentiellement issus maintenant des avocats, des juristes, etc. Il y a très peu maintenant d'écoles d'ingénieurs. Voilà. Donc, il n'y a plus que les jeunes ingénieurs qui arrivent en école, qui eux maintenant, dans leur cycle de formation, sont formés à l'énergie climat pour certains. Et là, ils commencent à dire, quand tu prends conscience de ce qu'on a vu ce soir, tu te dis, mais la pente, elle est juste titanesque, comment on va faire? Le message qui passe, à mon avis, ce que je ressens, il est un peu l'inverse, c'est le piège de tout ce qui est numérique. Je trouve que les jeunes croient que beaucoup sont croyants. C'est des vrais croyants. C'est-à-dire qu'ils pensent que le numérique va résoudre les problèmes. Bon, je comprends qu'ils pensent ça. Moi j'ai pensé que des choses allaient changer, le social. Bon, mais c'est pour ça que je vous ai montré toutes les planches de 1800, quoi. Voilà le monde d'avant, c'était un monde 100% énergie renouvelable. Mais les gens, ils passaient leur temps à quoi? À travailler, pour se nourrir, se loger, avoir un peu de feu de bois le soir, faire cuire la soupe. C'est pas des journalistes qui vont le dire. C'est ça, quoi. Face au Et en plus. Donc on peut dire le numérique va tout résoudre, mais le numérique c'est rien. Ce qui compte, c'est la consommation d'énergie. C'est l'énergie fossile qui a fait qu'on a ce niveau de vie là. C'est pas le numérique. Et quand vous entendez les économistes, c'est des gens qui sont sur une croissance infinie, ça pose quand même problème, quoi. Ça pose quand même un problème. C'est des gens qui n'ont pas ouvert un livre de physique de leur vie. Donc on est face à un défi, je pense, d'expliquer, de compréhension, de pédagogie, de faire connaître, d'inciter. Ça va être le gros challenge dans les années qui viennent, parce que à partir du moment où quelqu'un sait, il va modifier forcément. Moi, j'ai connu il y a 10 ans, au moment où il y a eu Grenelle, etc., on a commencé à étiqueter la charge en CO2 des produits. Moi, j'avais gardé des boîtes de céréales, des boîtes de... Il y avait marqué X grammes de CO2 sur les produits. Mais ça a rapidement été balayé. Mais il faut que ça revienne en masse. Il faut qu'à chaque fois qu'on achète un truc, on se dise, oui, quand même, 500 kg de CO2, bon, je peux peut-être encore attendre un an, ou... Ils l'ont bien fait pour la valeur nutritive ABCD. Exactement. Voilà. C'est le ministère de l'Environnement, le ministère de la Santé, qu'est-ce qu'ils font? Des publicités de matraquage à la télévision. Il faut l'imposer. Changer de t-shirt tous les 15 jours, ne même plus les laver et les revendre, enfin on est dans un monde... Qu'on va expliquer ça aux gens dans 30-40 ans, ils ne nous croiront pas. En fait, il y a la course. Le ticket de train. Attends, excusez-moi, il y a quelqu'un qui... Le ticket de train. Attends, la personne qui est devant vous est très Je disais qu'il va y avoir la course entre l'éducation, essayer d'éduquer les gens, et la contrainte. Ça va être, on va les forcer, on va nous forcer, parce que... Comment effectivement. Donc c'est pour ça qu'il est important d'expliquer le plus rapidement possible. Parce que quelqu'un qui est en conscience va forcément accepter des choses à condition qu'il y ait de l'équité. C'est ce que je disais tout à l'heure. S'il n'y a pas d'équité, il n'y aura pas d'acceptation. Il y aura de la contrainte. Mais ça va mal se passer. L'urgence et il y aura de grosses destructions massives. Attendez, il y a un monsieur qui voulait... Enfin, le ticket de train, quand vous allez à Marseille ou à Lille, il y a la consommation de CO2. Oui, on prend l'avion aussi. Pareil pour aller à New York. Il y a la météo aussi maintenant. J'ai jamais vu moi, mais je crois qu'il y a la météo le soir qui indique... Il y a un autre élément qui joue aussi sur l'éducation et surtout sur la transformation du cerveau, c'est la publicité. Pourquoi la publicité n'est pas taxée? Enfin, le sujet de la publicité, le support de la publicité, le message qui a été produit pour la publicité et l'impact que tu as, l'image qui est ressortie de la publicité. Pourquoi ces 4 éléments ne sont pas taxés en fonction de leurs émissions de CO2? Oui, pourquoi pas, hein. Faut trouver, ne serait-ce déjà que de l'afficher, quoi. C'est-à-dire que si vous dites, mon 4x4 il est génial, et puis un gros placard qui sort... Une voiture c'est 5 tonnes de CO2 quand elle sort d'usine, déjà. Vous commencez à rouler dedans, vous n'avez pas fait 1 km, vous avez déjà mis 5 tonnes de CO2.
C'est le tout pour une voiture électrique. Hein. C'est pour ça que les voitures électriques, si elle fait que 2-3 ans, elle émet autant de CO2 qu'un véhicule thermique. Il faut qu'elle ait roulé au moins 5-6 ans pour que les courbes se croisent et qu'elle soit positive. Quoi. Voilà, il y a la batterie qui pèse autant que la voiture en émission de CO2. L'hybride, c'est pas une solution. Bah, ça dépend. Moi, j'ai une hybride rechargeable. J'ai la voiture qui m'insulte parce qu'elle me demande de mettre de l'essence dedans, parce qu'il faut que je rajoute 10 litres de temps en temps. Sinon, le taux d'octane, il est pas bon. Mais je fais le plein tous les 3 mois, parce que j'ai pas de maison en province. Je prends le train quand je voyage, donc je fais le plein tous les 3 mois à peu près. Les hybrides rechargeables ne récupèrent pas aussi bien l'énergie qu'un hybride. Oui, mais je roule qu'en électrique. Oui. Électrique, et comme je me recharge la nuit, je suis à peu près à 30 grammes de CO2 par kilowattheure. C'est quasiment rien. Il y a moins de récupération d'énergie sur l'énergie cinétique et sur l'énergie potentielle. Moi j'ai 2 réglages, un réglage B, boost, pour la récupération d'énergie justement cinétique. J'utilise quasiment jamais le frein. Parce que justement, dès que je lève le pied de l'accélérateur, j'ai la recharge de la batterie qui se met en route. Et donc c'est une habitude. Mais dès qu'on arrive, on voit un rond-point, hop, on lève le pied, ça freine tout de suite. Mais c'est quand même un gros. C'est un petit véhicule, hein, si Chloé. Non. Zoé. Je ne plus le nom de Zoé, voilà. Je ne suis pas très voiture, hein, vous voyez. Je me souviens même plus du nom de la voiture. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bien, merci. Donc la prochaine conférence, c'est mardi 9 mai. Et ce sera c'est un professeur d'histoire, M. Lionel Trani, qui viendra nous parler de l'expédition de Bonaparte à Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti. C'est mardi 9 mai et ce sera c'est un professeur d'histoire, M. Lionel Trani, qui viendra nous parler de l'expédition de Bonaparte à Saint-Domingue et l'indépendance d'Haïti.